Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Sam Agriculteur Indépendant et Sam c'est moi. Alors, on est reparti dans cette série de vidéos consacrées à l'agriculture dans les pays de l'Est et après avoir rencontré Noël et Sébastien, je vous propose d'aller à la rencontre d'Igor dans cette deuxième partie qui est agronome et contremaître d'une ancienne ferme kolkhoz appelée ZD en Tchéquie avec plus de 400 vaches laitières et plus de 3000 hectares. Dans un second temps, nous irons à la rencontre de Jean-François, français, actionnaire et salarié responsable agronomique d'une ferme agro-holding en Ukraine de plus de 11 000 hectares. On y parlera de matériel, on y parlera de leur réalité économique et vous allez voir, dans les deux cas, c'est très intéressant et ça peut nous amener à réfléchir encore un peu plus fortement qu'après la première partie et surtout de vraiment avoir les vrais éléments et non de fantasmer des réalités qui, vous allez le voir, sont très proches des nôtres sur beaucoup de sujets. Alors les amis, si ça vous intéresse, on est parti. Alors avant de partir en Ukraine, nous sommes toujours en République tchèque et nous allons aller donc visiter un ancien kolkhoz que l'on appelle ZD en République tchèque. Donc vous regarderez la vidéo numéro 1 pour comprendre un petit peu qu'est-ce qu'un kolkhoz. Donc on arrive sur une ferme assez jolie en cette belle après-midi ensoleillée, donc dans un bâtiment couleur kaki, un peu comme un bâtiment militaire, de plusieurs étages où en fait il y a le service administratif avec les différentes personnes qui s'occupent notamment de la gestion de la ferme. Donc ils sont une dizaine dans une ferme où il y a environ 56 ouvriers, 2900 hectares et il y a 300 petits porteurs de parts, donc en fait 300 petits actionnaires. Et il y a aussi un troupeau de 400 vaches laitières, vous allez voir, qui sont magnifiques. Alors nous sommes reçus par Igor, qui est l'agronome, donc il a vraiment le visage typique comme on imagine un gars bien solide, bien costaud, blond, un beau regard profond d'azur. Voilà, donc il est seul, hein, ce qui est assez rare souvent dans ces entreprises-là. Il nous reçoit vraiment avec le sourire et il nous fait visiter la ferme, donc le site sur lequel on est. Donc on quitte ce bâtiment administratif pour arriver sur la ferme. Donc là, on aperçoit du stockage assez brillant, assez récent. On voit beaucoup de bâtiments, plus ou moins anciens. Et on arrive à l'entrée avec une barrière, un pont bascule et une sorte de guitoun dans lequel il y a un laboratoire d'ailleurs pour toutes les expéditions des produits qui sont produits par la ferme, notamment donc tout ce qui est les céréales. Il y a un laboratoire vraiment et ils sont assez indépendants avant d'envoyer les camions puisqu'on va voir qu'en fait, ils vendent en direct seuls puisqu'il y a très peu d'organismes stockeurs, en tout cas sur le secteur. Alors il y a 2900 hectares de culture avec peu de prairies. Donc ils font du colza, du maïs, de l'orge, du blé, de la luzerne et des betteraves. Donc ce sont des terres assez sableuses, assez lourdes sur les secteurs, assez humides pour partie et argileuses. Donc on aperçoit quelques labours autour de la ferme, mais en fait le labour et le non-labour se côtoient sur la ferme de manière plutôt orientée non-labour, puisque le labour représente à peine 20% de la surface. Donc beaucoup de choses dont je vais vous parler, je vous mettrai beaucoup de photos que j'ai prises car pour des raisons pratiques, j'ai pris peu d'images en film aussi par respect parce que c'est toujours un petit peu compliqué, c'est pas souvent qu'on peut visiter ce type d'entreprise. Donc j'ai voulu rester courtois, respectueux et donc les photos, je vous les mettrai sur Facebook qui imageront beaucoup de choses que je vais vous expliquer. Donc vous verrez notamment qu'il y a 4-5 anciennes charrues qui sont là et ils travaillent finalement assez peu en labour, ils sont vraiment orientés non-labour. Alors on arrive sur la ferme avec des bâtiments anciens, donc comme je le disais, qui côtoient en fait des bâtiments récents. Beaucoup de choses fait maison, donc des hangars assez imposants, mais fabriqués vraiment avec des gros tubes en acier, on dirait des tubes à pétrole. Voilà, c'est bien monté, c'est propre, c'est vraiment nickel partout. Donc la visite du matériel, pour vous en parler un petit peu, je vous mettrai davantage des photos, mais en gros il y a un semoir rapide de 6 mètres, donc il y a 3000 hectares, je vous le rappelle. Il y a un gros quad track de 620 chevaux, il y a un top down, donc c'est un outil, je vous mettrai la légende sur Facebook, donc de 6 mètres, ils ont un top down de 4 mètres, ils ont un seul automoteur là récemment, donc qui fait tous les travaux de traitement, et vous verrez justement qu'il ne traite pas beaucoup, et ce sera la même chose pour l'Ukraine où justement une grosse partie de la compétitivité, qu'on ne parle pas du tout en France en disant oui mais ils n'ont pas les mêmes normes, etc. Vous verrez que ce n'est pas vraiment un problème puisqu'en fait ils interviennent peu chimiquement et ils n'ont surtout pas les mêmes problématiques que nous du fait d'hivers assez longs et donc qui ont des effets aussi bénéfiques, ce qu'on a de moins en moins chez nous, mais ça on en reparlera plus tard. Donc ils ont plusieurs tracteurs CAS de 200-250 chevaux, donc des CVX, et vous verrez en Ukraine c'est la même chose, il y en a beaucoup.
Beaucoup de bennes porte-caissons, c'est-à-dire des bennes qu'on peut déposer avec des 4 pieds aux 4 coins, qui peuvent être remplacés par une citerne, une cuve à lisier, un épandeur d'engrais, donc ils sont assez adeptes de ce type de bennes, et aussi des anciennes remorques qui bennent sur le côté. Donc ils sont assez forts avec ça, notamment avec la paille, on en parlera tout à l'heure. Donc en fait, dans les champs, je ne vais pas trop y revenir puisqu'on va plus en parler au niveau de l'Ukraine, et on verra que c'est assez similaire, c'est assez classique. On sent qu'agronomiquement, voilà, c'est bien tenu, ce n'est pas des niveaux élevés techniques, mais voilà, c'est très très bien fait. Alors le plus étonnant quand on arrive, c'est cette très très belle installation de stockage et de séchage qui est soutenue par l'Union européenne. Il y a beaucoup de bâtiments où il y a des encarts de l'Union européenne qui ont aidé à financer. Alors comme on en parlait dans la première vidéo, des fermes assez importantes comme ça ont aussi plus de connaissances pour aller chercher le subventionnement. Donc en sachant que les 10 personnes qui gèrent la ferme sont un peu ceux qui tirent les marrons du feu au niveau des salariés. Sur les 56 ouvriers qu'il y a, ils ont du mal à recruter et c'est le cas dans tous les pays que j'ai visités à l'Est. Donc la légende de la main-d'œuvre facile qu'on trouve facilement, c'est pas du tout le cas. L'agriculture n'attire pas du tout et notamment l'élevage, on va le voir, c'est très très dur pour eux de recruter. Donc ils ont aussi des raisonnements qui évoluent vers cette contrainte de main-d'œuvre. Et en Ukraine, ce sera encore plus flagrant. Donc ils ont un séchage qui est très moderne puisque, comme je l'ai déjà dit dans la première vidéo, ils ont souvent des moissons humides. C'est souvent à cette époque-là de l'année qu'ils reçoivent la moitié de la pluviométrie annuelle. En Ukraine, en tout cas, c'est le cas. Là, sur 680 mm dont je vous ai parlé dans la première vidéo, ils peuvent vite avoir 200 mm durant l'été. Donc ce qui complique souvent les récoltes, à avoir des récoltes un peu humides. Donc ils ont du séchage très très bien équipé, ultra moderne. Vous verrez les photos avec l'ordinateur, tout est contrôlé, etc. Ils ont aussi des anciens bâtiments d'élevage dans lesquels ils consacrent à mettre du stockage à plat. Toute l'alimentation quasiment est produite sur la ferme. Ils ont aussi beaucoup de silo-bags, ce qu'on appelle. Donc ça vient du Brésil, vous savez, les grands silos plastiques dans lesquels on met le grain. Ils y stockent aussi de la pulpe, comme ils font des betteraves, ils nourrissent aussi une partie des laitières avec de la pulpe. Ils ont un système d'aplatisseur à grains très très performant. J'ai visité la cuisine pour la nutrition des vaches. Je me suis attardé à bien regarder ce qu'ils donnaient. C'est presque idéal. Et au regard de ce que j'ai pu voir du troupeau, on comprend que c'est des gens qui maîtrisent leur sujet de manière simple, assez autonome. Le grain est aplati assez grossièrement. Il y a de la fibre. On voit au niveau des bouses, au niveau du comportement des animaux. C'est assez exceptionnel. C'est un très bel élevage qu'on a visité. Et je vous montrerai des images, vous allez voir. Donc ensuite, il y a fosses, cellules. Donc ça, c'est quand même important. Et aujourd'hui, il a 80% de sa récolte encore en magasin, puisque, comme je vous le disais dans la première partie, ils sont inondés par les blés ukrainiens, qui malheureusement viennent baisser le marché. Alors il a des souhaits assez élevés de vendre en gros à 4000, 4400 couronnes la tonne. Ça correspond en gros à 170 €, 175 € de la tonne. Et là, sur le secteur, c'est plutôt 140 à 150 qu'il y a de marché. Donc il lui reste 80% à vendre, je ne sais pas si vous voyez. Donc voilà, notamment lié au blé ukrainien. Alors il nous expliquait que pour la première fois depuis plus de 10 ans, ils n'ont pas de rentabilité dans les cultures cette année. Forcément, il n'en a pas vendu une grosse partie et il voit bien que le prix ne va pas aller vers son objectif. Et que pour l'une des premières fois, c'est l'élevage qui va faire tourner le ZD. Alors vous vous rendez compte, l'élevage est vraiment qualitatif. C'est 400 vaches laitières, en stabulation principalement. C'est une race mixte, on va parler de l'élevage, donc c'est la rouge tchèque. Donc en fait, c'est une race qui peut faire viande et lait. Et vous allez voir qu'en performance lait, moi j'ai été assez surpris, puisque la moyenne du troupeau est de 10 000 litres par vache laitière. Donc c'est une moyenne exceptionnelle, assez haute, très très performante, des meilleurs élevages français. Et on voit aussi que leur réussite en première IA, tout ce qui en insémination artificielle pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un critère important en France qui est assez minable. Sur les Holstein, on est à 2, 2,5, c'est vraiment pas super. Le nombre de lactations, c'est la même chose. Et eux, ils arrivent à garder les vaches beaucoup plus longtemps. On sent que c'est intensif, mais très très maîtrisé, et sans doute avec des races moins fragiles. Il y a beaucoup d'Holstein aussi dans ce pays-là, donc une race à lait très connue. Mais ils ont préféré conserver cette race mixte qui leur permet justement, lorsqu'il y a beaucoup de mâles, et j'en ai vu beaucoup dans la nurserie, de les garder pour faire de l'engraissement. Donc ils ont une espèce de polyvalence. Ce qui est très étonnant dans leur système, pour tous les éleveurs que ça peut intéresser, c'est qu'ils ont peu de paille. Ils utilisent peu de paille et quand ils le font, c'est de la paille en vrac. C'est-à-dire qu'ils ont des silos dans des champs entourés de bottes pressées, cette fois en haute densité, mais toute la paille au milieu est en vrac. Et ils utilisent ça avec des espèces d'épandeurs à paille, je vous mettrai une photo aussi. Et en fait, ils l'utilisent que pour la nurserie, que pour les parties où les vaches mettent bas. Voilà, ils l'utilisent vraiment que pour la deuxième partie, mais pour l'élevage laitier, c'est entièrement sur caillebotis.
et entièrement à sec entre guillemets, avec des racloirs à lisier, donc sur caillebotis, et aussi, et quelque chose que j'avais entendu parler mais que je n'avais jamais vu en vrai, ils utilisent un séparateur de phase de lisier qui sert pour la litière. C'est-à-dire que c'est un circuit continu où le lisier sous les vaches est stocké dans des cuves à lisier et ensuite il est passé dans un séparateur de phase et toute la partie solide, donc ce qui prouve que leur alimentation est qualitative car ils en ont une belle partie, est utilisée pour la litière des animaux. Et vous allez voir dans cette vidéo que les animaux sont très très propres. Ça paraît potentiellement sale quand vous allez voir le hangar comme ça. Et en fait, vous allez bien regarder les animaux. Ils sont magnifiques, ils sont calmes. Il n'y a pas eu un meuglement durant toute la période où on a visité. C'est vraiment signe d'un élevage très bien tenu avec des gens qui savent faire, qui sont aussi calmes que leurs animaux. Alors je vous emmène tout de suite voir ça. En 2003, quand ils ont construit cette stabule, c'est les deuxièmes du pays à avoir ce type de solution de litière. D'accord. A ten projektant, který nám to ukazoval, tak přišel v bílých kalhotech, klekl si do kejdy a říká, kde je, takhle to oprášil a říká, je to čisté. A říká, to je nejlepší vlhko. Alors comme vous avez pu le voir, je vous mettrai des photos donc, de ce produit qui sort du séparateur de phase. Je sais qu'en France, il existe aussi des élevages comme ça, mais imaginez l'économique par rapport à la gestion de la paille, l'épandage des fumiers, etc. Mais c'est vraiment très très performant et vous avez vu qu'ils étaient quasiment les premiers à l'époque dans le pays à avoir un élevage de la sorte. Ça a plutôt bien vieilli puisque les bâtiments ont plus de 25 ans. Et donc là, je vais vous emmener voir rapidement la salle de traite puisqu'ils ont un projet de robotisation. Donc après 25 années de bons et loyaux services, vous allez voir comment la salle de traite est comme neuve. On voit que les gens en tout cas qui s'en occupent, même s'ils ont du mal à recruter du monde, sont très très soigneux, très investis dans ce qu'ils font. Et puis je vous mettrai une petite séquence sur la nursery, donc assez rapide puisque je n'ai pas fait beaucoup d'images mais vous aurez davantage de photos, qui est très très bien agencé. Donc les animaux sont nourris au DAC, c'est-à-dire avec des colliers électroniques comme on a en France, où ils viennent s'alimenter des compléments qu'ils reçoivent de manière en vrac, donc ça c'est vraiment bien fait. Et on entraîne aussi à la nurserie les jeunes veaux, de la même manière, ils ont un petit collier plus miniature, ils ont des mini DAC et ils viennent déjà s'entraîner à ce niveau-là. Et vraiment les animaux c'est pareil, les nurseries sont signe vraiment de bonne gestion dès le départ où les animaux semblent tous en belle santé, très propres et ça c'est toujours important pour avoir une idée de l'élevage. Alors je vous emmène vite fait voir la salle de traite et puis une petite séquence sur le nettoyage justement de la nurserie et à gauche vous verrez la partie mise bas des génisses qui sont en train de préparer leur vélage. Donc on l'a changé bientôt puisque c'est une durée de vie de 25 ans et donc en 2003 ils sont allés au bout. Alors donc en conclusion de cette première rencontre, je vous dirais que la ferme est très très bien gérée, avec quand même toujours un esprit colcose un petit peu de ce côté communautariste, dans le sens collectivisation. Il y a encore un petit peu ce côté-là où il y a 5 à 10 dirigeants qui tirent quand même un peu leur épingle du jeu, qui font travailler dans les ouvriers des gens où leurs parents y travaillaient déjà. Donc ce qui peut créer un peu une espèce de lenteur et sans doute aussi la qualité du travail, parce qu'on voit que rien n'est bâclé, tout est bien fait, il y a sans doute plus de monde qu'il ne faudrait pour faire. Dans les champs, c'est bien géré, on voit que l'agronome qu'on a rencontré, Igor, connaît très bien sa partie culture, un petit peu plus difficile pour la vente, mais aussi la relation avec les animaux est assez forte, donc ça c'est très intéressant. Et ils utilisent aussi des vaches à viande, donc des bleus blancs belges, comme en fait matrice pour faire développer des embryons, donc ça aussi on n'a pas pu tout comprendre dans la traduction, mais voilà, ils ont quelques animaux et ils utilisent des vaches anciennes aussi pour aller un peu plus loin dans l'aspect génétique. Donc c'est intéressant à observer. En tout cas, moi j'ai été assez surpris de la qualité de la ferme. Le matériel, quand on y regarde bien, c'est plutôt rationnel. On en parlera plus pour l'Ukraine parce que c'est encore un cran au-dessus, bien évidemment. Après, dans les champs, se côtoient deux alternatives, un peu le labour, côtoyer ou non labour, mais sans objectif réellement agronomique. C'est toujours une gestion économique du temps passé. Et je reviens à ce que je vous ai dit dans la première vidéo. On a toujours des agriculteurs, ce qui n'est pas toujours le cas dans notre pays, vous le savez bien, mais on y reviendra sans doute, qui savent parler d'économique, de temps hectare, de rendement seuil, de prix objectif, enfin bref, un autre monde les amis, et c'est peut-être aussi ce qui explique en partie leur performance. Et je vous dirais que pour conclure, ils sont très inquiets de l'avenir, à la fois des importations, de l'avenir de l'élevage, ils ne trouvent plus de main d'œuvre et là on est sur une grosse structure malgré tout, mais qui, ils ne se font pas d'illusions qu'à terme de toute façon, l'élevage
dans les pays de l'Est au global, a des grosses questions à se poser, mis à part à être dans des très très gros agroholdings dont on parlera dans le 3e épisode sur la Pologne et la Lituanie, sur certains élevages extrêmement importants, mais qui malgré tout sont en régression dans tous les pays européens, mais aussi on voit visiblement à l'Est. Alors écoutez les amis, maintenant on va aller à la rencontre de Jean-François en Ukraine.